ont toujours réglementé la représentation du poil et l'ont toujours porté vers une forme de censure ou de confidentialité. Sans aucun doute, parce que le poil est un marqueur de genre, un marqueur de sexe et un marqueur de maturité sexuelle singulièrement. Et c'est vraisemblablement pour cette raison, comme nous allons le voir au cours de cette présentation, que le poil est apparu, a disparu, suivant un certain nombre de règles. Alors, comme nous parlons de l'art occidental, et qu'en art occidental tout commence par l'Antiquité, eh bien, regardons la représentation de l'être humain nu pendant l'Antiquité grecque et romaine. Alors, on s'aperçoit par exemple ici, avec les faibles de Critios, que le jeune homme est représenté sans pilosité. Il aurait l'âge d'en avoir, mais on le représente sans pilosité. En revanche, ici, avec ces deux guerriers, qui sont des hommes ayant atteint leur maturité, on représente bien la pilosité pubienne. Pour deux raisons sans doute. La première, c'est effectivement qu'ils ont atteint cette maturité d'âge. Et la seconde, c'est que ce sont des guerriers. Dans ce cas, le poil est aussi considéré comme un marqueur de courage. D'ailleurs, vous connaissez tous cette expression populaire qui dit « avoir du poil aux pattes » pour désigner l'expression « être courageux ». Eh bien, c'est un peu cette illustration que l'on trouve. Les dieux, qui étaient anthropomorphes et qui, naturellement, avaient eux aussi atteint, ou étaient supposés avoir atteint une maturité certaine et une virilité certaine, eh bien, ils sont représentés avec leur pilosité pubienne, aussi bien dans le cas de ce Poséidon que dans le cas de ce Jupiter. Vient le problème de la femme, où là, comme vous le voyez sur cette Aphrodite, la femme n'a pas droit à la représentation de sa pilosité. Et elle n'y aura pratiquement jamais droit jusqu'à l'origine du monde, avec quelques exceptions que nous pourrons voir. Mais, comme vous le voyez, aucune pilosité sur cette Aphrodite, aucune pilosité sur cette Vénus, avec une suppression supplémentaire qui est tout de même assez extraordinaire. Non seulement la femme n'a pas droit à la représentation de sa pilosité, mais elle n'a pas non plus droit à la représentation de son sexe. C'est-à-dire que nous avons là une Aphrodite et une Vénus qui sont supposés être des exemples archétypaux de la féminité qui sont totalement privés de l'un des attributs principaux de la féminité, c'est-à-dire le sexe. Même dans les scènes érotiques, comme ici, cette scène tirée d'une villa de Pompéi, eh bien, on s'aperçoit que la pilosité n'existe pas. Donc, même dans les œuvres transgressives, eh bien, cette règle de non-représentation de la pilosité chez la femme est respectée. La question de l'époque médiévale est un peu plus délicate parce que pour trouver des corps nus dans l'art médiéval, il faut faire de gros efforts. L'Église veillait. Et donc, lorsqu'on représentait un corps nu, eh bien, c'était essentiellement pour en inspirer le dégoût. Et on le trouve par exemple ici, dans ce détail du jugement dernier de Hans Memling, où nous voyons que, cette fois-ci, contrairement à l'Antiquité, quel que soit l'âge, vous avez ici un homme jeune, vous avez ici un vieillard, eh bien, la pilosité n'est pas représentée. Chez la femme, encore moins, bien entendu. Cela dit, j'ai sélectionné cette vanité du grand triptyque de Hans Memling, du triptyque de Strasbourg, parce qu'elle présente vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le sexe est représenté. Ce qui est absolument rarissime, c'est presque unique dans l'art de cette époque. Au Moyen-Âge, on commence à s'intéresser à des phénomènes hors normes, sur lesquels on ne sait pas trop quoi dire, qui sont les cas d'extrême pilosité, qui proviennent en règle générale de maladies génétiques. Et on a par exemple ici ce saint Onufre qui était un ermite qui vivait en forêt, parmi les animaux,
Et on le représente la plupart du temps avec, vous voyez, cette pilosité extrêmement importante. Cas encore plus étonnant, c'est Marie-Madeleine. Alors la légende veut que Marie-Madeleine, ayant débarqué à l'emplacement actuel des Saintes-Maries de la Mer, soit ensuite allée vivre comme ermite dans une caverne et que son corps se soit recouvert de poils. Donc voilà cette représentation qui date du XVe siècle de Marie-Madeleine. On retrouve d'ailleurs une représentation très équivalente en Allemagne, avec ce titre de gravure Tir d'Arme. Donc on voit très bien que la question de la nature de la personne se pose. Est-ce un animal ou est-ce un être humain? Et c'est une question qui évidemment n'est pas gratuite. Sous-jacente vient la question, est-ce que ce personnage, cet individu a une âme ou non? Parce que c'est à cette époque qu'on se pose vraiment cette question. Mais on en est à des interrogations, on en est à pratiquement des phénomènes de foi, si on peut s'exprimer ainsi. En revanche, il y a un personnage qui, au Moyen-Âge, va se couvrir de poils, et là sans aucune censure, on l'aura même créé pour ça, c'est le diable. Le poil de la bête, il est là. La bête, elle est ici. Ici, c'est le jugement dernier à Notre-Dame de Paris. On voit ce diable, le corps entièrement recouvert de poils, avec une tête animale, avec une tête cornue. On peut même voir pire, avec ici cette représentation de l'enfer de Giovanni da Modena, qui va représenter Satan, le corps recouvert de poils, le visage monstrueux, dévorant les damnés à la fois par sa bouche et par son sexe, qui ressemble évidemment à un sexe féminin, et on pense forcément à tout l'intérêt que Freud et Lacan ont porté aux affaires de vagin denté. On est exactement dans ce domaine. Et pourtant, le diable n'a pas toujours été représenté comme un monstre animal évolué. Dans les premiers siècles, Lucifer était considéré certes comme un archange déchu, mais comme un archange quand même, et donc on le représentait sous les traits d'un beau jeune homme, vêtu simplement de violet. Seulement, l'Église avait besoin de régner par la terreur auprès des fidèles. On ne terrorise personne avec un beau jeune homme vêtu de violet. Mais on terrorise parfaitement en représentant un être monstrueux, velu, de couleur sombre, cornu, et on fait, si j'ose dire, d'une pierre deux coups, parce que dans les premiers siècles de la chrétienté, les cultes païens existaient encore, et c'était un bon moyen de donner au diable les traits du dieu Pan pour, si on peut dire, vraiment pris au premier degré, diaboliser le dieu Pan et faire disparaître en partie son culte. Et puis, à l'opposé de ce poil, qui est le poil de la bête, du démon, il y a la pureté christique. Le Christ n'a pas de poil. Vous le voyez ici, dans une version qui ne nous est pas familière. Nous sommes habitués à regarder dans les églises un Christ qui a une barbe et de longs cheveux. Eh bien, dans les premiers siècles, le Christ est représenté imberbe. En voici ici une représentation dans les catacombes. Ça n'est qu'ensuite, à partir de l'an 1000 et probablement 1054, c'est-à-dire le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, qu'on voit apparaître un Christ chevelu et barbu. Chevelu et barbu, mais sans poil. Remarquez le corps ici, aucune pilosité sur le torse, aucune pilosité axillaire. Ça peut paraître assez étonnant pour quelqu'un qui était supposé né au Moyen-Orient, dans une zone où les hommes peuvent être très fréquemment velus. Eh bien, aucun poil. Alors vous me direz, oui, mais bon, on a là un pagne, il avait probablement une pilosité pubienne. Eh bien, pas du tout.
Ce Christ nu de Michel-Ange, qui est vraiment une exception dans l'histoire de l'art, ce Christ nu de Michel-Ange nous est montré sans poids. Finalement, un Christ qui serait très à la mode aujourd'hui. La période de la Renaissance permet de renouer avec l'Antiquité, et on pouvait se demander quel serait le sort qu'on pourrait donner à la pilosité dans les œuvres d'art de la Renaissance. Et bien, si on prend cet extrait, ce détail du Jardin des délices de Jérôme Bosch, on s'aperçoit que l'ensemble, hommes comme femmes représentés, qui sont très jeunes, eh bien, sont représentés sans pilosité. De même ici, du Pérugin, Apollon et Martias, ce sont de jeunes hommes, on les représente également sans pilosité, comme, si vous vous souvenez, en Grèce. Et finalement, il semble qu'à la Renaissance, la question de l'âge soit importante. C'est-à-dire que quand vous prenez ici ces deux reproductions de David, celui de Donatello qui représente manifestement un garçon jeune, n'a pas de pilosité, tandis que le David de Michel-Ange, qui représente le même David, mais à l'évidence plus âgé, eh bien il a une pilosité. Donc nous revenons sur cette idée de la pilosité comme marqueur de virilité, marqueur de sexe, marqueur de genre. Parce que bien évidemment les femmes n'ont toujours pas droit à la pilosité. Même dans les œuvres érotiques comme ce tableau de Hans von Aachen, Jupiter et Callisto, qui n'était pas du tout destiné à être exposé, mais qui était destiné au cabinet d'un collectionneur. On représente la femme vulvaire, mais on ne représente pas de poils. Et dans des dessins anatomiques, comme la vulva de Léonard de Vinci, eh bien, c'est la même chose. On a beaucoup de mal à voir une pilosité dans ce dessin. Vous voyez que les conventions, dans ce domaine, ont tout de même eu la vie dure. Il faut un artiste de génie, un génie de la transgression à l'époque, pour oser représenter la pilosité. Et c'est évidemment Lucas Cranach, avec sa nymphe à la source. Alors, il y a 5 ou 6 représentations de la nymphe à la source, il a multiplié ce thème. Celui-ci, qui est à mon sens la plus belle version, c'est celle du musée de Besançon. Et dans ce tableau, vous avez 2 sexes velus. Vous allez bien vous demander où je vois ces 2 sexes velus, alors je vais m'en expliquer. Tout d'abord, vous avez cette source, paysage vaginal s'il en est, surmonté de bosquets. C'est notre premier sexe velu. Et puis vous en avez un autre. Alors pour ça, il faut s'approcher, il faut regarder, il faut être très attentif, mais voici ce qu'on regarde quand on s'approche. Vous avez, à très léger coup de pinceau, recouvert ensuite d'un voile, les poils pubiens de cette nymphe. C'est une exception totale, et seul Cranach, qui représentait les femmes comme jamais on les avait représentées à l'époque, qui les représentait véritablement érotisées, seul Cranach pouvait se permettre ce type de liberté. Et puis, à la Renaissance, eh bien, on s'intéresse, comme au Moyen-Âge, pour les mêmes raisons, au phénomène hors norme de pilosité. Et là, vous avez, par Lavinia Fontana, le portrait d'Antonieta González, qui est une jeune fille, qui est atteinte de maladie génétique. Toute sa famille en était atteinte, sauf la mère. Son père en était atteint, ses sœurs et frères aussi. Seule la mère n'était pas atteinte. Et vous voyez ce personnage avec des vêtements de qualité. Ça n'est donc pas un phénomène de foire. Par chance, son père, Petrus González, que vous voyez ici, était un très fin lettré qui était protégé à la fois par le roi d'Espagne et le roi de France, ce qui a permis à cette famille d'éviter d'être pris pour un phénomène de foire, ou même d'éviter les débordements possibles d'une diabolisation, parce que la question restait posée, et dans la littérature de l'époque on se la pose, a-t-on affaire à un animal? A-t-on affaire à un humain? A-t-on affaire à un hybride des deux? On ne sait pas. On se pose la question.
Quant au diable, il continue, bien entendu, d'être velu, même s'il l'est un peu moins dans cette représentation ici, ce détail du jugement dernier, même s'il l'est un peu moins qu'au Moyen-Âge, mais on voit très bien que le poil continue d'être celui de la bête. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on arrive à une période où on va définir l'art académique. Et là, c'est très intéressant parce que parmi les caractéristiques de l'art académique, eh bien, nous avons le retour à l'Antiquité, la primauté donnée au nu, mais surtout la quête du beau idéal. Donc, la question va être toujours d'atteindre ce beau idéal. Alors, ce Ganymède de Cousteau, jeune garçon, eh bien, il n'a pas de pilosité, tandis que, par exemple, ici, ce guerrier, dans un détail de l'intervention des Sabines de David, a une pilosité, certes discrète, mais elle existe. Les femmes n'y ont toujours pas droit. Comme on le voit ici, chez Rubens, elles n'ont droit à aucune pilosité et elles n'ont pas droit non plus à un sexe, bien évidemment. Il y a quelques exceptions, comme cette œuvre érotique que Natacha avait d'ailleurs présentée tout à l'heure, Leda et le cygne de Boucher, où on a à la fois un sexe et une timide toison, disons. En revanche, dans cette œuvre scatologique de Rembrandt, Pisseuse, nous avons bien un sexe, mais nous n'avons pas de pilosité. Et là, c'est très curieux, parce que si, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les femmes patriciennes s'épilaient, et même au XVIIe et au XVIIIe siècle, les femmes du peuple, et là nous avons manifestement affaire à une paysanne, ne s'épilaient pas. Or, Rembrandt ne représente pas de pilosité. Il faudra attendre, là encore, un personnage très curieux, Jean-Jacques Lequeux. Jean-Jacques Lequeux, c'est un architecte futuriste très étrange, et il dessine aussi des sortes de dessins anatomiques, mais qui sont à la limite entre le dessin anatomique, le dessin érotique, etc. Et voilà, lui représente l'infâme Vénus couchée. C'est donc un sexe de femme, avec sa pilosité, qui est presque, je dirais, précurseur de l'origine du monde. Cependant, le même Jean-Jacques Lequeux va dessiner aussi bien des sexes claves. Et s'agissant du sexe masculin, il le représentera avec une pilosité abondante et en plus en érection, ce qui, là encore, était une transgression totale, puisque la norme depuis la Grèce antique du sexe masculin, c'était bien de le représenter, mais à condition qu'il soit un micropénis au repos. Ce qui manifestement n'est pas le cas ici. Le XIXe siècle est marqué encore plus que le XVIIIe par l'art académique, par la quête du beau idéal. Et là encore, exactement comme nous l'avons vu jusqu'à présent, notamment pour la Grèce, eh bien, ce jeune berger de David d'Angers n'a aucune pilosité, tandis que ce Jason de Thorvaldsen en présente une, même si elle est discrète, remarquablement taillée. Les femmes, quant à elles, n'ont évidemment ni pilosité, ni sexe. Par rapport à l'époque, on peut se poser la question, est-ce que dans la société, les femmes s'épilaient? Eh bien, ça ne semble pas si évident. De toute façon, il n'y avait guère que deux catégories de femmes. C'est un petit peu ce que ma défunte amie Michel Haddad, excellente spécialiste de Courbet, avait appelé dans un de ses livres la divine et l'impure. Alors la divine, c'est l'épouse qui reste chez elle, avec laquelle la relation sexuelle se limite à faire des enfants. Et puis il y a l'impure, qui va être la courtisane, qui va être la prostituée, etc. Alors la divine, on ne lui demande pas nécessairement de s'épiler. La courtisane, sans doute, sauf les prostituées d'un niveau inférieur, qui en règle générale ne s'épilent pas.
On le voit par exemple dans des photos d'Auguste Belloc, dont on pense qu'au moins l'une d'entre elles a servi de source à Courbet pour peindre l'origine du monde. Et bien dans toute la série des photos de Belloc, on voit des sexes féminins particulièrement velus. Pour l'anecdote, au début du XIXe siècle, un certain général Bonaparte, quand il écrivait des lettres enflammées à Joséphine, lui parlait toujours de sa petite forêt noire. Ce qui signifie que Joséphine, dont la sexualité est bien connue, très extravertie, eh bien, a priori, ne s'épilait pas non plus. On voit très bien, là encore, avec Ingres, la Vénus anadyomène, nous n'avons pas davantage de pilosité. Même les œuvres érotiques, voici ici quelque chose d'assez amusant. La coquette habillée, la coquette déshabillée, même tableau, l'un étant exposé derrière l'autre, la coquette déshabillée était derrière, dans un cadre à clé, il fallait ouvrir le cadre pour voir la femme déshabillée, et bien on voit que là non plus, le poil n'existe pas. En fait, la Vénus de Cabanel, c'est vraiment ça qui est considéré au XIXe siècle comme le summum de l'art. Au Salon de 1863, c'est un tableau qui a un succès considérable. La même année où Manet se voit refuser l'Olympia. Et Zola, qui était jeune, mais bon critique et qui avait la dent dure, disait « Elle a été réalisée en pâte d'amande, sans quoi il n'avait pas tort. » Alors il y a des exceptions, par exemple, lorsque Ingres peint l'étude pour Angélique, eh bien, elle a bien sa pilosité, mais il s'agit de l'étude. Parce que dans le tableau définitif, cette pilosité disparaîtra. Il y a la Maïa nue, qui présente une pilosité bien évidente, mais la Maïa nue n'est pas destinée à être montrée au public, parce que comme pour la coquette que nous avons vue tout à l'heure, eh bien, devant la Maïa nue, il y avait la Maïa habillée, et c'était un système de poulies qui permettait de faire monter la Maïa habillée pour que le spectateur puisse voir la Maïa nue. Donc, dans la mesure où elle n'était pas offerte au public, eh bien, Goya s'est permis cette liberté. Bien montré au public, en revanche, nous avons de Delacroix, La liberté guidant le peuple, au Salon de 1830, le tableau fait scandale. Il fait scandale parce que on reproche, la critique reproche à cette femme d'être sale parce qu'elle a les pieds sales et elle a une pilosité axillaire qui est ici représentée. En fait, le seul tableau du 19e qui présente une pilosité et qui n'est pas fait scandale, c'est celui-ci. C'est la Vénus endormie de Chassériau, qui est aujourd'hui au musée Calvet d'Avignon. Elle présente une pilosité ici importante, et pourtant personne ne dit rien. Alors pourquoi personne ne se l'intègre? C'est intéressant ça comme question. Eh bien, on peut penser que si personne n'a protesté, notamment parmi les critiques, c'est parce que le modèle y était pour quelque chose. Le modèle, c'est la belle Alice Ozy, qui était un peu actrice, beaucoup courtisane, qui avait été la maîtresse de Chassériau, mais qui avait aussi été la maîtresse d'un très grand nombre de critiques. On peut donc penser qu'ils avaient hésité à attaquer une femme qu'ils avaient si bien connue. Donc le tableau passe. Cela dit, ce tableau est intéressant parce que cette aisselle velue peut être vue comme une préfiguration de l'origine du monde. C'est le sexe sans le sexe, parce qu'on ne pouvait pas le montrer, ce sexe. Mais c'est la cavité velue avant que Courbet ne représente l'origine du monde. Alors Courbet, justement, évoquons-le, à son époque, ce qui est l'idéal, le beau idéal, c'est ça. La naissance de Vénus d'Amaury Duval. C'est-à-dire une femme aux courbes parfaites et sans aucun défaut. On parle aujourd'hui beaucoup, de manière négative d'ailleurs, des photos qui sont retouchées par Photoshop, ne soit les photos de mannequins, etc., pour les amincir, pour enlever quelques traces disgracieuses, etc. Mais à l'époque, c'était exactement ce qu'on faisait. Il n'y avait pas de palette graphique, mais il y avait des pinceaux, il y avait des couleurs, il y avait des palettes. Tous les modèles devaient tendre vers ce beau idéal, ce qui veut dire que
toutes les traces de cellulite, de vergeture, les cicatrices, tout ce qui pouvait être disgracieux était systématiquement éliminé. On allait même jusqu'à jouer avec l'anatomie. Si vous vous souvenez, la grande odalisque d'Ingres, eh bien, Ingres avait rajouté, alors selon les spécialistes, entre 3 et 5 vertèbres pour que la courbe du dos soit parfaite. Nous sommes exactement dans ce domaine. Alors, ça n'est pas anodin. Et les frères Goncourt, qui sont de très bons critiques, grands connaisseurs d'art, l'ont tout à fait compris lorsqu'ils disent que cette beauté complètement aseptisée, parfaite et froide, évacue toute forme de désir. Devant cette beauté-là, le spectateur de l'époque n'a pas de désir. Parce que c'est une beauté inaccessible, c'est une beauté dont il sait qu'il ne pourra jamais l'atteindre, la rencontrer d'une manière ou d'une autre. Alors à cette beauté-là, Courbet oppose ceci. La baigneuse du salon de 1853. Là, évidemment, nous sommes à l'opposé. Voyez ce dos capitonné de graisse, ses mollets solides, ses pieds sales. Courbet représente la femme dans ce qu'elle a de plus réel, sans vouloir gommer quoi que ce soit. Et ce n'est pas le seul exemple. Vous avez ici, par exemple, cette baigneuse de 1866. Regardez les bourrelets, les traces de cellulite. Courbet ne nous épargne rien. Alors évidemment, ça fait scandale. Ça fait scandale, on dit à l'époque que ce sont des femmes très laides. La baigneuse du salon de 1853, un critique dira « cette femme est tellement laide qu'elle ferait perdre l'appétit à un crocodile », ce qui vous donne une idée de la manière dont vous considérez le tableau, mais en représentant la femme dans sa réalité, Courbet devient ce que j'ai appelé, avancé, le père de l'exhibe moderne. Alors pourquoi le père de l'exhibe moderne? Eh bien parce que si on se met du côté du voyeur, le spectateur de peinture de l'époque, c'était le voyeur. Devant ce type de femme, n'a pas de désir. Parce qu'encore une fois, c'est une beauté trop parfaite, trop froide, trop inaccessible. Devant celle-ci, c'est autre chose. Il peut y reconnaître peut-être sa lingère, sa boulangère, sa voisine. Ce sont des femmes réelles, des femmes accessibles, qui ont un pouvoir d'attrait érotique supérieur, parce qu'elles sont réelles. Et nous retrouvons la même chose aujourd'hui chez le voyeur qui va rechercher sur des sites d'exhibe ou sur des sites de diffusion de vidéos pornographiques, non plus la star du X, qui n'a plus vraiment la cote aujourd'hui, mais la femme ou le couple exhibitionniste qui va filmer ses ébats avec une webcam ou avec une petite caméra dans sa chambre. C'est aujourd'hui la tendance. Et nous avons le même phénomène qui s'est produit à l'époque avec Courbet. Alors bien sûr, là nous ne voyons aucune pilosité, et bien voilà, la femme à la vague, vous avez une pilosité axillaire qui est tout à fait montrée, ce qui n'était absolument pas dans les normes de l'époque. Et en plus, quand on regarde le tableau très attentivement, on s'aperçoit que sur le ventre viennent s'échouer des particules d'écume de mer blanches, dans lesquelles les spécialistes ont cru voir une allusion spermatique qui est très certainement voulue par Courbet. Et puis nous avons l'origine du monde. L'origine du monde, est-ce un tableau, une image exhibitionniste ou n'en est-ce pas une? Ce qui est sûr, c'est que c'est un symbole et c'est une charnière. Parce que, en 1866, Courbet, en un seul tableau, restitue à la femme ce que depuis plus de 2000 ans, on lui a toujours refusé, c'est-à-dire sa pilosité et son sexe. Ensuite, est-ce une image d'exhibe? Sans aucun doute, ne serait-ce que si on se met à la place des propriétaires, comme l'a très bien rappelé Natacha Mercier tout à l'heure. Khalil Bey, le premier propriétaire, l'avait dissimulé derrière un rideau vert, puis ce fut un tableau de Courbet, le château de Plenay, puis chez Lacan, un panneau d'André Masson. Et à chaque fois, les propriétaires
qui ont montré ce tableau à des amis, et ça n'était pas avec parcimonie. Hein. J'ai eu un tas de témoignages de gens qui ont vu le tableau chez Lacan, qui m'ont expliqué comment Lacan le montrait, etc. Et chez Khalil Bey, c'était à peu près la même chose. Donc, il y avait un cérémonial. Khalil Bey tirait le rideau. Lacan tirait le panneau de maçon tout en observant le visage des personnes auxquelles il montrait le tableau. Parce que ça, quand j'ai écrit mon essai sur l'origine du monde, j'avais interrogé Claude Lévi-Strauss et beaucoup d'autres. Et quand je leur disais, mais qu'est-ce que Lacan disait en vous montrant ce tableau, ils me disaient à chaque fois, bah rien. Et j'étais terriblement frustré. Je voulais savoir ce que Lacan pouvait avoir dit. Et la réponse, c'est Jean-Jacques Lebel, le grand artiste contemporain, qui me l'a donné. Il m'a dit, mais moi, quand il me l'a montré, j'ai bien vu son jeu. Il me regardait. Il ne disait rien parce qu'il voulait voir l'étonnement sur le visage du spectateur. Eh bien, cette attitude fait intrinsèquement, je dirais, que ce tableau est un tableau d'exil. Et puis, c'est un tableau qui, effectivement, suscite l'imagination des gens qui pratiquent l'exhibe. Natacha nous a montré tout à l'heure quelques photos. J'en ai trouvé une très étonnante. C'était en 2006, quand la première édition de mon essai sur l'origine du monde a été publiée. Sur le blog d'un couple exhibitionniste, eh bien, j'ai trouvé cette photo qui a bien étonné mon éditeur. Alors après Courbet, que s'est-il passé? Eh bien, après l'origine du monde, et c'est vraiment là où je dis que c'est un tableau charnière, après, les peintres vont représenter les femmes bien complètes, et de leur sexe, et de leur pilosité. Vous avez ici Caillebotte, ici Pierre Bonnard, l'indolente, ici, bien entendu, La vérité nue de Klimt, et puis ce nu rouge de Modigliani qui a provoqué un scandale parce que, exposé dans une galerie parisienne à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale, ce n'était pas en vitrine, mais à l'intérieur, mais certaines personnes passant dans la rue avaient pu voir ce nu avec à la fois cette pilosité pubienne et cette pilosité axillaire. Ça créait à l'époque un scandale, il avait fallu déplacer le tableau. Chez Delvaux et chez Magritte, la pilosité est représentée sans aucun problème. Chez Picasso, bien sûr, avec notamment la pisseuse. Et même chez Tom Wesselmann, même si les Américains ne sont pas de grands amateurs de pilosité et de leur représentation, eh bien Wesselmann le représente sans aucun problème. Lucien Freud aussi, bien entendu. Il y a des exceptions. Marcel Duchamp, aucune pilosité sur étant donnée, mais quand on connaît la biographie de Marcel Duchamp, on sait qu'il nourrissait envers le poil une obsession. Lui-même était entièrement épilé. Il ne supportait pas. Et donc, il était naturel que dans cette œuvre, il ne le représente pas. Et puis on trouve aussi, par exemple, chez Terry Rogers, dont un certain nombre d'œuvres, là c'est simplement un détail, représentent des scènes plus ou moins échangistes, eh bien, là on voit que nous n'avons pas de pilosité non plus. Parfois les artistes hésitent. John de Andrea, par exemple, en 1974 produit une œuvre très très similaire en 91. En 1974, la pilosité est représentée pas en 91. Et puis parfois, comme dans Genital Panics de Valley Export, la pilosité, et là nous sommes dans les années 70, devient un moyen de militantisme. C'est la période de la fin des années 60 et de la première moitié des années 70 où la libération du corps, la libération des carcans, la libération sexuelle en général fait que, et le mouvement hippie également y participe, fait que le poil devient une revendication de liberté. Il y a des œuvres assez qui questionnent, qui sont intéressantes, comme celle-ci par exemple de Robert Gobert, ce buste, moitié femme sans poil, moitié homme, avec inclusion de poil. Alors, quid du XXIe siècle? Que se passe-t-il aujourd'hui, alors que depuis le milieu des années 90, la fin des années 90, la mode de l'épilation s'est généralisée? Comment les artistes vont-ils réagir? Est-ce qu'ils vont suivre cette mode? Est-ce qu'ils ne vont pas la suivre? Eh bien, il faut dire que
la position est très mitigée et que notamment l'autocensure s'exerce. Ça peut paraître étonnant, nous sommes au XXIe siècle, mais l'autocensure s'exerce. Parce que la position concernant l'épilation pose problème en France. Pas vraiment ailleurs, mais en France. Il n'y a guère qu'en France qu'on mène un débat aujourd'hui sur, ou plutôt contre, l'épilation. Alors, c'est très curieux. Bon, vous avez, par exemple, le docteur Gérard Zwang, que je connais bien, le docteur Gérard Zwang qui, lui, condamne l'épilation pour des questions esthétiques. Gérard Zwang, ça n'est pas n'importe qui, c'est lui l'auteur du Sexe de la femme, qui est un ouvrage paru en 1967 avec une iconographie absolument époustouflante et qui est un ouvrage fondateur. Bon, Gérard Zwang, pour des questions purement esthétiques, reproche à la mode du string d'avoir introduit l'épilation et s'en plaint. Enfin, ça ouvre un débat, pourquoi pas. Vous avez d'autres mouvements qui vont lutter contre l'épilation, mais d'une manière très différente, qui vont y faire entrer une notion de morale. Alors, je dis tout de suite, pas de la noble éthique, non, mais de la morale moralisatrice. Ce que Nietzsche appelait moraline, Paul Valéry disait la morale, ça consiste à interdire ce qui est agréable et à imposer ce qui est désagréable. Bon, on est un peu là. La morale, c'est ce que j'appellerais la vengeance des frustrés. Eh bien, c'est au nom de la morale que certains s'attaquent à l'épilation. 3 mouvements principaux, en règle générale antagonistes, mais qui se réunissent cette fois-ci comme alliés objectifs. Les premiers, eh bien, c'est la droite conservatrice, derrière laquelle on trouve notamment un porte-parole, Jean-Paul Brigelli, qui, dans un essai intitulé « La société pornographique », martèle, sans jamais apporter aucune preuve scientifique étayée par des études, martèle tout le malheur du monde que l'on doit à la pornographie. Vous savez, le philosophe Eugène disait la pornographie est responsable de tout ce qui est négatif, sauf peut-être le réchauffement climatique. Et encore. Donc on a ce mouvement conservateur qui va être contre l'épilation et qui est d'autant plus contre aujourd'hui que l'épilation n'est plus seulement féminine, mais qu'elle est aussi masculine. Alors là, ce marqueur de sexe et de genre disparaît. Et quand un marqueur de sexe et de genre disparaît, eh bien, on ne peut plus ranger tout le monde dans des tiroirs, n'est-ce pas, de manière bien claire. Et voilà pourquoi il se prononce contre l'épilation. Alors le deuxième mouvement qui se prononce contre l'épilation, eh bien, c'est le féminisme antisexe. Le féminisme antisexe, oubliant un peu vite qu'on s'épile depuis au moins l'Antiquité, y compris les femmes bien sûr, oubliant un peu vite aussi que les hommes aujourd'hui s'épilent tout autant que les femmes, considère que la pornographie est responsable de cette épilation, et que cette épilation c'est un diktat des hommes porté contre les femmes. Et puis il y a un troisième mouvement qu'on va appeler, faute de mieux, la gauche morale. On va voir un exemple. Alors la gauche morale, finalement, c'est une gauche qui, vis-à-vis du sexe, aura à peu près les mêmes préventions que la droite conservatrice, ou que les religieux, considérant toujours ça un petit peu comme sujet de suspicion. Et le fait de faire le lien, à chaque fois, entre l'épilation et une origine qui serait pornographique, exerce une influence sur les artistes. Alors comment les artistes représentent-ils aujourd'hui le nu? Eh bien, si on prend Marlène Dumas, elle va représenter ici un nu entièrement épilé, et puis là, un nu avec sa pilosité. Elle ne prend pas parti pour l'un comme pour l'autre. Orlan, qui réalise l'origine de la guerre, version masculine de
l'origine du monde. Ici, c'est la version de 2012, mais la version de 1989 était équivalente. Je choisis un modèle qui n'est pas épilé. Elle-même, d'ailleurs, dans les années 70, a fait des performances où elle montrait son sexe non épilé. En fait, nous voyons que dans le domaine, dans le champ pornographique, la règle est essentiellement l'épilation, et que le sexe velu devient ce qu'on appellera en marketing un marché de niche. Et ce marché de niche, il est tenu notamment en France par une actrice qui s'appelle Céline Barra, qui ici a posé pour un calendrier qu'elle a réalisé, reprenant la pose de l'origine du monde. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est une actrice qui s'intéresse essentiellement aux pratiques extrêmes. Donc notamment concernant la pilosité, mais pas seulement. C'est une actrice qui s'est spécialisée par exemple dans le fist-fucking anal, qui, vous le concéderez, n'est pas une pratique courante. Donc on voit qu'il y a une forme de marginalisation de la représentation de la pilosité dans ce domaine pornographique. Mais parallèlement, le cinéma d'auteur refuse l'épilation. Vous pouvez regarder la plupart des films qui sortent aujourd'hui ou qui sont sortis depuis le début des années 2000. Les actrices, lorsqu'elles sont nues, ne sont pratiquement jamais épilées. Ici, c'est L'Offre de Gaspard Noé, dont on sait le scandale qu'il a suscité. Eh bien, il n'y a pas d'épilation, parce que le cinéma d'auteur refuse que des passerelles soient créées entre lui et le cinéma pornographique. Donc on voit qu'il y a, dans cette opposition à l'épilation que j'ai présentée tout à l'heure, il y a des effets pervers. C'est que, par exemple, ici, le cinéma s'auto-censure. Et puis, je parlais de la gauche morale, et bien voilà un exemple. Voilà une petite œuvre, bien sympathique, qui s'appelle Le Petit Train de Ceinture. C'est une œuvre d'Alain Gauthier réalisée en 2010 à l'occasion d'une exposition qui avait été commandée par le président PS du Conseil général de la Somme. Eh bien, lorsque 3 ou 4 jours avant le vernissage, cet homme politique a visité l'exposition et qu'il est tombé là-dessus, il a protesté à la pédophilie et il a fait interdire l'exposition. Pour la petite histoire, la commissaire de l'exposition n'a été avertie que par la presse de l'annulation de l'exposition qu'elle devait ouvrir 2 jours plus tard. Et l'exposition a bien eu lieu, c'est l'ordre des avocats d'Amiens qui a prêté un local. Mais enfin, voyez, voilà, nous avons ici une œuvre qui est quand même bien innocente, mais parce qu'il y a cette question d'épilation et que certains courants vont relier l'épilation systématiquement à la pédophilie, eh bien, on arrive à avoir des actes de censure, d'interdiction d'exposition. Alors, dans ce contexte, que les uns diront sensible, que d'autres diront hystérique, s'inscrit l'œuvre de Natacha Mercier. Alors j'ai écrit déjà un certain nombre de textes sur l'œuvre de Natacha Mercier, je ne vais pas me répéter, ça ne servirait à rien, et elle a très bien parlé elle-même de son travail. Simplement, il est vrai que confronté à une œuvre comme celle-ci, nous nous apercevons que Natacha Mercier, elle va brouiller les pistes. Elle va jouer avec les marqueurs de sexe, les marqueurs de genre. Et quand nous regardons ce tableau, la première image qui nous vient, quand nous connaissons un petit peu l'histoire de l'art, c'est effectivement la petite baigneuse scène de harem. Et puis quand le regard devant le tableau s'habitue, on commence à voir que ce corps féminin, il est bien masculin, que ce corps lisse, il est bien velu, et que nous apercevons donc que d'une femme, nous avons affaire à un homme, il est évident que le trouble s'installe. Et il s'installe peut-être tout autant, sinon davantage, devant ces travaux qui sont à la galerie expérimentale, qui renouent avec ce que nous avons vu, cette statue de Marie-Madeleine au Moyen-Âge, ou bien ce portrait de jeune fille à la Renaissance,
totalement velu, et toute l'interrogation qu'on se posait à l'époque sur la nature de l'animalité humaine qu'on n'avait pas du tout envie de voir mise en évidence. Alors, l'artiste, le vrai artiste, est à mon sens quelqu'un qui n'est pas là pour rassurer, il est là pour inquiéter. Il n'est pas là pour apporter des réponses, il est là pour poser des questions. Il est là pour nous faire réfléchir, pour nous confronter à nous-mêmes, à nos craintes, et à un ensemble de, je dirais, la vie sociale. Et de ce point de vue, avec ces œuvres qui sont ici ou qui sont à la galerie expérimentale, il est clair qu'avec Natacha Mercier, nous avons affaire à une vraie artiste. Elle remplit parfaitement ce rôle, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. J'ai été un peu long, merci de votre patience.